Je vais pour ma part parler plus de la fonction économique de la forêt. On a vu avec Marc-André Sellos qu'en réalité, quand on produit, on utilise plein d'auxiliaires qui nous sont gratuits, tous ces micro-organismes qui, en fin de compte, fabriquent le moteur de la machine. On a vu aussi, grâce à Antoine, tout ce contexte génétique. Moi, ce que je voudrais insister là aujourd'hui, c'est sur le fait, je vous ai dit, en futaie irrégulière, on essaye d'inscrire la production donc de bois, donc la production économique, dans le fonctionnement de l'écosystème. Mais cet écosystème, il est soumis à des perturbations. Alors les perturbations font partie du cycle normal du fonctionnement d'un écosystème. La question que l'on a déjà évoquée avec les deux intervenants, c'est la vitesse, la fréquence. Donc, parmi toutes les perturbations qui interviennent dans la production forestière, il y a une perturbation qui est très fréquente, c'est la variation des cours du bois. Mais je vais plutôt, comme les deux intervenants précédents, parler plutôt des perturbations type tempête, maladie, etc. Alors, parce qu'on vient de pays différents, je pensais que c'était peut-être nécessaire de faire un petit rappel historique sur les 2 derniers siècles de la sylviculture française, en insistant sur des points qui me paraissent les plus importants. Et par rapport à ces 2 derniers siècles, j'ai aussi choisi 2 personnages. Il y en avait d'autres, mais j'ai fait un choix. Le premier, c'est Bernard Lorenz, jeune forestier alsacien. Pendant les guerres napoléoniennes, il est nommé dans des départements allemands et il a l'occasion de rencontrer du personnel de terrain, mais aussi 2 figures connues, Artigue et Cotta, qui sont les pères spirituels de la futaie irrégulière. Il revient en France vers 1806, il commence à appliquer ce qu'il a appris en Allemagne, il met ça en œuvre dans les Vosges, il se fait remarquer par l'administration forestière, si bien que quand l'école forestière de Nancy est créée en 1824, on lui propose le poste de directeur de l'école forestière, premier directeur de l'école forestière. Et grâce aux étudiants qui servent de courroie de transmission, il essaye de développer cette technique. Alors, il avait une méthode, lui, de conversion. Il faut pas oublier qu'en France, la France a été marquée par le régime du taillis sous futaie. En plaine, c'est le traitement majoritaire. Et quand on veut convertir un taillis sous futaie en futaie régulière, il y a un problème à régler, c'est la vigueur du taillis. Et donc, pour lutter contre la vigueur du taillis, il avait une méthode assez simple, c'était de dire pendant 40 ans, on fait quasiment rien, donc on fait vieillir le taillis. Vous imaginez les habitants qui avaient besoin de bois de chauffage, les industriels qui avaient besoin d'énergie, ça s'est pas très très bien passé. Du coup, il a été mis à la retraite d'office en 1839. Il a continué à travailler. Donc tout ça pour vous dire que la futaie régulière, le premier aménagement en futaie régulière, c'est la forêt de l'École, 1826. Il y a eu des domaniales à côté qui ont fait. Mais quand on analyse les archives, on s'aperçoit que ça s'est passé pas aussi vite que ce qu'on voulait. Et puis il y a eu un retour en arrière quasi général vers 1870 où il y a eu un retour officiel au taillis sous futaie, y compris dans les domaniales. Bref. Contrairement à l'Allemagne où la futaie régulière, quand elle a démarré de manière assez rapide. En France, ça a été plus progressif et vraiment le boom. Évidemment, on peut toujours trouver des forêts troncées, etc., où ça a été plus soutenu, mais d'une manière générale en France, c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu une montée en puissance de la futaie régulière, ce qui fait que par rapport à l'Allemagne, on n'a pas eu ce constat qu'ont eu les Allemands à la fin du 19e de perte de résistance des peuplements traités en futaie régulière. Vous voyez, nous, c'est plus récent. Et en même temps, la futaie régulière qui a démarré après la Deuxième Guerre mondiale, même maintenant, elle est remise en cause dans les zones périurbaines, acceptabilité sociale, rentabilité économique, etc. Et évidemment, pendant ce temps-là, on a bénéficié de tout l'apport théorique et pratique des forestiers allemands qui avaient développé une autre technique qui est la futaie irrégulière. Et c'est donc l'objet de notre association. Je voulais juste mettre un peu de côté un autre personnage que j'estime comme étant hyper important et peut-être moins connu, c'est Adolphe Gurnot. Qui issu de l'école forestière de Nancy, qui avait appris les théories de futaie régulière, est suffisamment intelligent quand il arrive dans le Jura pour remettre en cause ce qu'il a appris à l'école, regarder et théoriser toute une série de choses que l'on utilise à l'heure actuelle, les tarifs de cubage, les comparaisons d'inventaire. C'est Adolphe Gurnot qui a fait ça. Malheureusement, il était peut-être trop entier. Il n'a pas fait école en France, sauf cas particulier toujours. Par contre, il a été repris par Biolay en Suisse, par d'autres forestiers ailleurs sur la planète.
Et heureusement, toute la philosophie, la façon d'aborder la sylviculture par Gurnot a été reprise depuis. Alors si je résume un peu ce rapide survol historique, je pense que l'AFI est basée sur une gestion par arbre. Hein, la gestion, c'est pas par surface, c'est arbre par arbre. Et par un système de contrôle a posteriori, si on regarde comment la forêt réagit, et ça donne des indications sur ce qu'il faudrait faire dans le futur. Donc inévitablement, ce système-là permet de mieux, est plus adaptatif et permet de mieux encaisser des perturbations. Je vous ai dit, la futée régulière est assez récente en France. Nous, en plaine, on a des forêts, que ce soit publiques ou privées, qui sont fortement marquées par le système du taillis sous futé. Et finalement, dans le système de conversion en futaies irrégulières, c'est plutôt un atout. Hein, si vous avez des futaies régulières de chêne qui ont été très capitalisées, elles vont moins bien réagir que si vous partez d'un ancien TSF. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que la prise en compte des risques de production, dont, par exemple, les méthodes d'aménagement en futaies régulières, il n'y en a pas, quoi. Hein, c'est très, très récent. En futaies jardinées, c'est mieux intégré, mais cette réalité qui est qu'on ne produit... Les perturbations, ça fait partie du cycle normal d'un écosystème forestier. Or, ça n'a pas du tout été intégré dans les méthodes. Alors, je veux revenir un petit peu sur Adolphe Gurnot et lui donner toute sa place, parce que c'est vraiment, je pense, le grand théoricien. Je vous ai mis tout un laïus sur sa conception de la sylviculture, mais en gros, pour lui, le suivi de l'accroissement, c'est le cœur de la sylviculture. C'est-à-dire que suivre un peuplement, c'est comme ça que petit à petit, on améliore ses connaissances. Et pour lui, chaque peuplement, chaque parcelle, chaque unité de gestion est un cas particulier. Et il y a certains pays qui appellent cette méthode la méthode des petits pas, la méthode expérimentale. Et on expérimente unité de gestion par unité de gestion, le bon niveau de volume, la bonne composition entre sapins, hêtres, épicéas, pour trouver une gestion optimale. Alors depuis Gurnot, évidemment, alors à l'époque, Gurnot voulait suivre l'accroissement individuel des arbres. Et puis il a abandonné, il a mis en place sa méthode du contrôle, qui est un suivi par unité de gestion. Hein. Mais évidemment, depuis Gurnot, on a d'autres techniques qui sont apparues, les inventaires statistiques, il y a des tas de... Et donc maintenant, finalement, en utilisant le protocole AFI, en utilisant d'autres protocoles de suivi, on reprend l'idée de Gurnot et on est tous des héritiers de Gurnot. Et parmi les nouveaux indicateurs que l'on a utilisés, par exemple à l'AFI, évidemment, vous avez le volume, qui est la variable classique, mais vous avez la valeur, hein, suivie de l'évolution de la valeur de consommation, valeur potentielle. La valeur potentielle intègre les perspectives de recettes futures. L'accroissement en valeur aussi, qui est une caractéristique intéressante. Le bois mort, hein, comme habitat d'un grand nombre d'espèces, qu'ils soient sur pied ou au sol. Les dendrons micro-habitats, qui sont des habitats présents sur les arbres. Il y a d'autres indicateurs qui restent à trouver. Alors, je discutais hier soir avec Guy Grandjean, là, de l'époque où on installait des capteurs en forêt. Il y avait une grosse caisse, il y avait des fils qui partaient partout, c'était compliqué à programmer. Quand on changeait les batteries, on perdait les données, il fallait faire attention. Maintenant, les capteurs, c'est un truc qui fait 8 cm de long, 1,5 cm de large et 5 mm d'épaisseur. Et là-dedans, vous avez des capteurs de température, humidité, rayonnement, 2 types de rayonnement, des capteurs de mouvement, des capteurs de son. On s'est dit, tiens, à quoi ça peut servir? Donc, c'est tout ce qui est lié à la bioacoustique, où on recense comme ça du tétra dans les Vosges en analysant des sons. Des composés organiques volatiles. Il y a toute une gamme de nouveaux indicateurs qui pourraient être utilisés. Je vous ai mis à titre d'exemple un petit graphique où sur une placette AFI, vous voyez, en rouge, c'est la valeur de consommation et en vert, c'est la valeur écologique. Donc vous voyez, c'est comme si on avait des lunettes qui permettaient de changer la vision. On voit le volume, on voit la valeur, on voit l'accroissement en valeur, on voit l'intérêt écologique. Donc ce monitoring, c'est ça, c'est d'analyser les peuplements sous forme un peu multifactorielle. Ce que je voulais aussi, c'est, puisqu'on doit choisir des indicateurs, parmi tous les indicateurs possibles, et je vous en ai mis que quelques-uns, quels sont ceux qui sont utiles, moins utiles? Alors le premier graphique en haut, c'est un indicateur peuplement, c'est la production totale de matière, l'accroissement en volume. Comment varie l'accroissement en volume en fonction du volume sur pied à un instant donné. Cet indicateur, vous allez peut-être remarquer, dans les résultats de l'AFI, on ne l'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas l'élément essentiel.
C'est-à-dire que le plus important, c'est l'accroissement en valeur, c'est pas l'accroissement en volume. Et donc, on accepte une baisse de l'accroissement en volume si derrière, on répartit l'accroissement sur des arbres qui ont un meilleur accroissement en valeur. Donc, il y a d'autres indicateurs qui sont plus des indicateurs arbres, valeur, accroissement. Alors, il y a un indicateur qui paraît trivial, c'est l'accroissement en diamètre. Tout le monde dit, bah ouais, c'est super simpliste. Je vous ai parlé de composés organiques volatiles et puis maintenant, je vous parle d'accroissement en diamètre qui est la première des variables. Sauf que c'est pas suffisamment bien analysé et l'accroissement en diamètre permet de analyser la sylviculture. Et sur ces différents indicateurs, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas gagner aux deux échelles. C'est-à-dire que pour améliorer l'accroissement en diamètre, il faut commencer à perdre en accroissement en volume au niveau peuplement. Les deux visions, quand je circule dans différents pays, je vois que parfois on se comprend pas. Et en même temps, n'oubliez pas, puisqu'on parle de risque, que par exemple, on dit avec les changements climatiques, on a une baisse de la productivité. Vous voyez que c'est moins douloureux quand d'emblée on a admis que pour produire en valeur, on est prêt à perdre en productivité. Vous voyez, c'est les gens qui ont basé tout leur raisonnement sur maximiser la production totale, vont être hypersensibles au fait qu'on dit, avec le changement climatique, vous allez perdre en productivité. On peut très bien accepter de perdre en productivité si on gagne en accroissement en valeur. Il n'y a pas de connexion entre les deux. C'est pas parce qu'on augmente la production matière qu'on augmente la production valeur. Une autre diapositive, c'est c'était à l'époque, il y avait ce que l'on appelait la sécheresse de 2003. J'ai mis entre guillemets parce qu'en réalité, ça a été une année chaude, mais pas forcément sèche. Là, je vous ai mis sur cette carte les précipitations cumulées entre les mois de juin à août. Bon, plus c'est rouge, plus moins il y avait d'eau, et plus c'est bleu, plus il y avait d'eau. Et donc, on s'aperçoit qu'à l'échelle de la France, vous voyez, tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Donc il faut aussi introduire ces variabilités annuelles, spatiales. Alors à titre, je vous ai mis des flèches rouges. Le dispositif, alors les numéros, c'est les numéros de dispositifs. Vous n'avez pas les dispositifs allemands parce qu'ils sont plus récents. Mais le dispositif 17, c'est le dispositif qu'on ira visiter jeudi matin, le dispositif de Belleval. Et les dispositifs 15 et 37, je vais y revenir. Donc voilà, la sécheresse de 2003 montre bien qu'il y a un principe général, le changement climatique est une réalité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais il y a des variations déjà à l'échelle de macroclimat. Ah, on voit pas très bien. Donc la question que l'on a déjà posée, qui a été posée précédemment, là sur la vitesse. Est-ce qu'on peut comparer la vitesse d'évolution du climat avec la vitesse d'évolution des arbres et puis de la capacité du forestier à réagir? Et je crois qu'il faut il faut bien séparer le temps à l'échelle de l'arbre du temps à l'échelle du peuplement. On dit que la production forestière s'inscrit dans le temps long. Pourquoi? Parce que pour faire un chêne, il faut 150, 250 ans. Oui, ça c'est à l'échelle d'un chêne. Mais quand on vous confie en gestion une parcelle, une forêt, vous n'avez pas qu'un seul chêne, vous avez une somme d'arbres. Et la question, il faut la poser autrement. C'est, par exemple, supposons qu'on vous confie 2000 mètres cubes. Au bout de combien de temps vous allez à nouveau avoir 2000 mètres cubes, tout en ayant coupé 2000 mètres cubes? C'est ce qu'on appelle le temps de rotation du capital volume. Et ce temps de rotation du capital volume, hors de grandeur, il est de l'ordre de 30-35 ans. Je vous ai mis là sur quelques dispositifs AFI en abscisse, le temps de rotation du capital volume avec en pointillé la ligne 35 ans. Vous voyez que c'est pas pareil que de dire le temps de la production, c'est plusieurs siècles. On vous confie un patrimoine, au bout de combien de temps vous pouvez le récupérer sous forme de coupe, tout en ayant à nouveau ce stock sur pied. Donc ce raisonnement en volume, on peut le faire aussi en valeur. Et c'est ce qu'on appelle le temps de rotation du capital valeur. Et donc à ce moment-là, si vous avez une bonne gestion de vos peuplements, si vous répartissez l'accroissement sur les arbres qui ont le plus fort potentiel de valeur, d'accroissement en valeur, vous allez diminuer par rapport au temps de rotation du capital volume. Et par rapport à 35 ans, on peut descendre à 30, 25, 20. Il y a certains dispositifs qui tournent en dessous de 20. Vous voyez, ça veut dire que vous n'allez pas passer à travers la pluie. Les gouttes du changement, pas des gouttes, l'inverse. Les problèmes du changement climatique, ils vont vous tomber dessus, ça c'est clair. Mais c'est quelle est la marge de manœuvre du gestionnaire? Ne pas mélanger le temps de l'arbre et le temps du peuplement.
À quelle vitesse on peut récupérer un stock? Alors, maintenant, je vais revenir, là, c'est des principes généraux, je vais revenir à des cas particuliers. Je vais prendre le dispositif numéro 15, hein, un de ceux que j'avais isolé. Le dispositif numéro 17, on le verra sur le terrain. Le dispositif numéro 15, quand on l'a installé, c'est dans la plaine de Bresse. La forêt, le peuplement en bois d'œuvre était autour de 10 mètres carrés, c'est assez clair, avec une hydromorphie assez marquée, assez forte. Hein. Donc on a commencé à le mesurer. Vous avez donc les différentes années là, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Le camembert, enfin le rond en haut, ça permet d'analyser la composition en essence, chaque cercle étant proportionnel à une variable. Enfin, chaque cercle permet d'analyser une variable. On peut l'analyser en nombre, en surface terrière, en volume, en accroissement de surface terrière, en accroissement de volume, en valeur de consommation ou en valeur potentielle. Donc, sur tous ces regards, ce que l'on voit, c'est qu'il y a essentiellement du vert clair, c'est-à-dire du chêne sessile, et du vert foncé, chêne pédonculé. On reviendra sur le marron qui est le charme. Donc, comme les deux essences principales, c'est le chêne sessile et le chêne pédonculé, on peut faire des diagrammes accroissement sur le diamètre en fonction du diamètre. En bleu, chêne sessile, en vert, chêne pédonculé. Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une énorme variabilité des accroissements. Donc ça rejoint un peu l'exposé précédent de Antoine en disant les arbres sont soumis à ont une très grande variabilité génétique. Ce que l'on constate aussi, c'est que sur la dernière période, la mesure a été faite en 2021. Elle est intéressante parce que 2021, dans la séquence des 5 dernières années, il y avait 2018, 2019, 2020. 3 années compliquées pour les arbres. Et pourtant, bon, là, on voit sur ce dispositif-là, on voit clairement qu'il y a une baisse, hein, qu'il y a une baisse de niveau d'accroissement sur cette année-là. Donc, on va dire en résumé que sur ce dispositif, on voit la période un peu difficile 2018, 2019, 2020. Sur ces différentes périodes, j'ai mis ici le bilan hydrique, avec en rouge le bilan hydrique pendant la période estivale et puis en bleu annuel. Donc le plus intéressant, c'est la période estivale. Et j'ai mis des couleurs pour résumer sur la séquence de 5 ans. Quand c'est un peu marron, c'est pas très favorable. Ça, c'est un peu mieux. Bleu, c'est plus favorable. Et bleu clair, c'est un peu moins favorable. Et en face, enfin en dessous, par rapport à la moyenne des accroissements sur ces 4 périodes, vous avez les différentes essences. Vous avez le chêne sessile en bleu, le chêne, il est ici aussi, vous voyez, période moins favorable, il marque sa différence. Période plus favorable, par rapport à la moyenne sur les 4 années, il pousse plus. Donc bon, c'est quelque chose qu'on se dit, c'est intéressant de suivre. Là, par exemple, la forme de l'accroissement montre que on a peut-être un peu un stock de capital à l'hectare un peu trop fort. Parce que quand vous avez trop de tiges à l'hectare, les premiers qui commencent à ralentir leur croissance, c'est les petits bois. Donc la forme de la courbe d'accroissement peut donner une indication sur est-ce que j'ai pas un peu trop de volume à l'hectare. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce truc-là avec les histogrammes en rouge, c'est le charme. Alors le charme, c'est juste une essence d'accompagnement. Mais ce que l'on constate, c'est que le charme a sacrément amélioré sa croissance durant la période. Et ça, c'est dû au fait que les arbres, on est passé à l'origine 10 mètres carrés à 19 mètres carrés. Les arbres qui existent, ils ont pompé le sol, ils ont nettoyé le sol, ils ont enlevé l'excès d'eau. Et du coup, le charme est un bon indicateur de cette capacité les peuplements modifient les stations. Ce qu'il faudrait dans les stations, c'est vraiment se mettre dans l'invariant de la station. Mais quand les choses sont liées au peuplement, le forestier peut agir. Je vous donne un autre exemple qui est un exemple du dispositif 37 qui, lui, est plus dans l'Ouest France. Voilà, par exemple, le genre de tableau de tableau de bord que l'on peut suivre. À nouveau, ce cercle-là qui donne selon toutes les variables, nombre, surface arrière, volume, etc. Le dispositif 37, c'est essentiellement du chêne sessile pour toutes les variables. On voit que par rapport à la valeur de consommation en vert, le gestionnaire a sacrément amélioré la valeur de consommation. La valeur potentielle, c'est pareil, elle est très favorable.
La valeur potentielle, elle est calculée avec un taux d'actualisation de 4%, donc ça veut dire que ça tourne quand même pas mal. Le suivi des essences en régénération, le chêne, selon les années, on constate une augmentation de la quantité de SMI, donc on est rassuré, même si la finalité de la production forestière, c'est d'abord de produire du bois, hein, c'est pas de produire des SMI, hein, mais on est rassuré sur le fait qu'on a un stock de SMI. Analyse économique, 308 € de recettes, 46 de dépenses. Bon, ça fait un bilan financier sur 25 ans qui est pas négligeable. Temps de rotation du capital volume, 26 ans. Donc ça tourne pas mal. Temps de rotation du capital valeur, 11 ans. Vous voyez, ça fait partie de tous ces indicateurs qui permettent de voir comment on peut absorber ces chocs qui risquent d'y avoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas apparaître, hein, mais c'est quelle est notre marge de manœuvre et quelle est notre stratégie. En gros, la stratégie que l'on applique depuis le début, qui est de répartir l'accroissement sur les arbres qui ont le plus fort potentiel d'accroissement en valeur, c'est la bonne stratégie. Je reviens sur les courbes d'accroissement en diamètre, parce que je vous ai dit que c'est à la fois une variable simple, mais c'est une variable intéressante. Tout ce que l'on constate, c'est une grande variabilité des accroissements, hein, pour les différentes classes de diamètre, donc les différents arbres de différentes classes de diamètre. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif 37, c'est que en 2022, il vient juste d'être mesuré, donc ça inclut les 3 années compliquées, 2018, 2019, 2020, et pourtant l'accroissement, vous avez des individus qui poussent entre 5 mm et 1 cm par an, quoi. C'est quand même pas mal pour du chêne. Alors, ce que je voudrais, en titre de conclusion, parce qu'on m'a chargé de rattraper le temps, ce que je voudrais, c'est réintroduire un peu de la variabilité. Il y a un constat qui est clair, c'est le changement climatique est une réalité. Mais face à ça, souvent, la solution de facilité, c'est de se poser la question, est-ce que le hêtre a encore un avenir? Mais quand vous êtes gestionnaire, le hêtre, il n'est pas tout seul. Il est sur un versant sud, il est associé avec de l'érable champêtre ou pas, et associé avec du chêne ou avec de l'Alésia terminale. Il est sur un versant sud, il est sur un versant nord, il est sur une croupe, il est sur une combe. Et puis c'est quoi comme hêtre? Un hêtre de diamètre 80, on sait que par rapport aux courbes d'évolution de prévision du climat, c'est que c'est plutôt en 2050 que les différents scénarios s'écartent. Donc un hêtre de diamètre 80, de toute façon, avant 2050, il risque d'être récupéré, quoi. Donc le hêtre, finalement, il y a déjà Antoine qui a dit, mais dans les hêtres, il y a 10 fois la population humaine, quoi. Hein, génétiquement, tous les hêtres ils ont une grosse différence génétique, mais le hêtre, il pousse sur une certaine station, il est associé à d'autres essences. Donc par rapport à un discours général, ce que j'aimerais, là je vous ai mis par exemple une propriété dans le département 52, une propriété de 1000 hectares. La propriétaire a essentiellement du hêtre. On lui propose de tout couper pour planter autre chose. Vous voyez bien que c'est pas possible, quoi. Donc cette variabilité des conditions de croissance, cette variabilité des dimensions, cette variabilité des essences, hein, on n'a pas que du hêtre, on a du hêtre avec autre chose, des capacités de réaction, ces variabilités des climats locaux. Je vous ai mis ici quelques dispositifs AFI avec en point rouge 2003. Ça n'a pas forcément été l'année la plus difficile en termes de bilan hydrique. 2003, vous voyez, il y a eu des années encore plus compliquées. Il y a une différence entre évidemment, là c'est l'Ouest France et ici c'est ça c'est l'Ouest et ça c'est l'Est France. Donc par rapport à un discours général qui est de dire face au changement climatique, on a des solutions qui consistent à réintroduire des essences, etc. Je pense que la caractéristique de l'AFI, c'est d'analyser des peuplements qui ont été confiés aux gestionnaires et ils essayent de valoriser au mieux et que ces stratégies, elle n'est pas si inintéressante que ça. Si vous améliorez votre temps de réaction du capital, vous pouvez plus facilement passer à travers les problèmes. Alors, toute cette variabilité des cas de figure, on a la chance avec le réseau AFI, donc vous avez ici quelques... Je ne sais pas s'il est complet, hein, mais il y a dû en avoir des nouveaux depuis. En tout cas, des dispositifs avec la localisation de ces dispositifs, je pense que c'est vraiment l'occasion entre nous d'augmenter encore le nombre de cas de figure. C'est-à-dire que par rapport à des règles générales, moi j'aime bien associer une multitude de cas de figure.
Hein, ça permet comme ça d'éviter de faire des trop grosses bêtises en investissement. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que quand vous avez coupé un arbre sous prétexte qu'il va dépérir avec le changement climatique, eh ben, vous avez raison, il est mort, quoi. Donc l'intérêt, c'est de justifier notre existence en tant que réseau AFI, le fait que... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les nouveaux dispositifs apportent un plus par rapport aux dispositifs existants. Donc, chaque fois qu'il y a des cas de figure particuliers, ça serait vraiment intéressant que ce soit intégré. Alors, on avait à une certaine époque essayé de travailler la façade atlantique de l'Europe, et bon, c'est pas si mal que ça. Il faudrait compléter, mais j'ai appris que dans ce secteur-là, il y en avait. Je sais pas où il est, Grégory. Donc, il faudrait rajouter évidemment par là aussi. Mais il y a tout un secteur de l'Europe qui est sous-échantillonné. C'est vraiment l'arc méditerranéen. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir comment, dans ces conditions-là, les espèces réagissent. Merci beaucoup pour votre attention.